Bien le bonjour en ce lundi de Pâques, jour férié un peu gris, idéal pour écouter le 7e épisode de votre podcast On connaît nos classiques. Pas de poisson d'avril dans notre chef, on ne va pas vous raconter que Mathieu Van Der Poel a été dominé par ses adversaires sur le Tour des Flandres, qu'il a craqué dans le Koppenberg et qu'il n'a pas fait honneur à son maillot arc-en-ciel puisque c'est tout l'inverse. VDP a dominé de la tête et de ses larges épaules ce 108e round en devenant d'ailleurs désormais co-recordman des victoires avec 3 succès. Autour de la table avec moi pour analyser, décortiquer ce deuxième monument de la saison, nos 3 débatteurs habituels, celui qui a commenté en intégralité ce Tour des Flandres en télé, d'abord sur Tipeee, puis sur la Une, avec enthousiasme et beaucoup de respect pour les acteurs, pour les coureurs, donc du premier au dernier. Bonjour Rodrigo Bencalls. Bonjour, bon lundi de Pâques, bon 1er avril, et donc l'info selon laquelle Remco Evenepoel prendrait le départ de Paris-Roubaix, c'était donc une blague, je me suis laissé avoir. Vous l'avez lu? Non, pas du tout. D'accord, on ne sait jamais si quelqu'un a osé. Comme ça j'ai fait ma blague. C'est fait, j'attends celle de Gérard et celle de Jérôme avec impatience. Rodrigo qui était très bien entouré hier puisque 2 consultants l'accompagnaient. Cyril Saugrin qu'on salue évidemment à distance et puis lui il est à nos côtés. Gérard Bulens, salut Gérard. Auguri di buona Pasqua in questo lunedì. Moi j'ai plus ou moins compris ce que vous avez raconté. Joyeuse Pâques en ce lundi de Pâques. Voilà. Bonne chasseuse encore une fois. Et j'en profite, et pour celles et ceux qui nous suivent en images, ce vidéocast On connaît nos classiques, Gérard Bulens a tenu parole. J'ai ici les œufs en chocolat ramenés par Gérard Bulens, qui était promis en cas de victoire de Stuyven. Ce n'est pas le cas et on pense vraiment à Stuyven et à tous les éclopés de la chute de Dwars-Vlaanderen. Mais on vous remercie vraiment Gérard et on les dégustera après l'enregistrement autour d'un bon café de nous avoir ramené ces œufs de Pâques qui vont donc se retrouver juste devant moi. On les touche pas, hein. Ils sont là, voilà, on entend le bruit du paquet. On a le bras long, mais quand même pas à ce moment-là. L'enregistrement On va se coucher sur de ce podcast. Merci Gérard. Et puis, il a interrogé avant le départ un Van Der Poel plutôt loquace, je trouve, malgré la pression, malgré la concentration. Il a retrouvé après l'arrivée un Van Der Poel toujours aussi loquace, malgré la pluie, malgré la fatigue, mais soulagé par un nouveau prestigieux succès. Bonjour Jérôme Elguers. Bonjour tout le monde, je vais parler un peu du nez, j'en suis désolé. Un petit peu refroidi. Un petit peu la pluie d'hier. Ouais. Voilà, il y a les coureurs et puis il y a les journalistes. C'est moins sous la de temps pluie. que les coureurs sous la pluie, mais ça m'a suffi. Je suis plus fragile. Vous avez moins bougé aussi, hein. Oui, aussi. Ça vous soignez, hein. Paris-Roubaix, c'est bientôt. Ouais, et on a ça va besoin aller. d'un Jérôme Elguers à 100% Ça sur va aller. les pavés, du moins à Compiègne pour le départ et au Vélodrome. Pour l'arrivée, au menu donc, le Rand, le Grand Prix de l'Escaut et Paris-Roubaix à venir, les perspectives Van Aert, des nouvelles d'Arnaud Delis avec notre invité Gaëtan Bill, l'entraîneur personnel d'Arnaud. Et puis on fera le point sur notre concours de pronos. On clôturera avec une préface du Tour du Pays Basque qui débute aujourd'hui. Pour un jour férié, on ne va pas chômer. Messieurs, le Tour des Flandres, on est prêts ? On est prêts. Mathieu Van Der Poel qui est donc entré Rodrigo dans l'histoire, désormais co-recordman des victoires aux côtés de Boyce, Magny, Le Mans, Museux, Bonnen, Cancellara. Il n'a que 29 ans. On va revenir sous la course après, hein. Mais d'abord sur ce chiffre, il n'a que 29 ans et déjà 3 victoires sur le Tour des Flandres. Bon, j'imagine que la question c'est que évidemment à 29 ans, il doit pouvoir avoir le record dans les années à venir. Alors, vous me connaissez, j'ai regardé un peu. Bon, Achille Beuys avait 24 ans et Éric Le Mans avait 26 ans. Au moment du troisième. Lorsqu'ils ont gagné leur troisième, mais c'était d'un autre temps. Donc les 3 derniers. Musset eu 32 ans, Bonnen 31 ans, Cancellara 33 ans. Donc, vu comme ça laisse de belles perspectives pour Mathieu Van Der Poel. Mais Pogačar, 25 ans, va revenir. Mais Remco Evenepoel finira bien par se décider à venir un jour. Et vous avez vu que Morgado, qui vient d'avoir 20 ans, est 5e, et que Sheffield, qui en a 21, est 6e. Et on compte encore sur Van Aert. Et on compte encore sur Van Aert, on en parlera, et évidemment. Mais Pogačar a montré quand même une voie à suivre l'année dernière, et a donné des idées à certains types de coureurs, peut-être parfois plus attirés vers les tours. Le Tour des Flandres, dans sa nouvelle version, depuis 2012, convient mieux à des coureurs comme style Pogačar
que par le passé, où c'était vraiment des purs Flandriens, des gabarits, Bonen, Cancellara, Van Aert. Valverde était venu aussi, c'était pas mal débrouillé. Hein. Ouais. On n'est pas encore au point de garde débarqué, mais... donc en résumé, évidemment, à 29 ans, il a le potentiel peut-être pour en gagner 3, 4, 5 autres, mais ça va dépendre de l'opposition, car sans jamais enlever le moindre mérite à Mathieu Van Der Poel, qui était pas 1, pas 2, mais j'ai envie de dire 5 niveaux au-dessus des autres hier, il a eu la concurrence la plus faible de ces dernières années, avec tout le respect pour tous ceux qui sont arrivés après. Gérard, le scénario, on a vu un Mathieu Van Der Poel comme sur le Grand Prix de l'E3, on n'est pas à 500 mètres près, mais partir seul à 43-44 km de l'arrivée, dans le Paterberg sur l'E3, dans le Koppenberg hier sur le Tour des Flandres, scénario similaire. On s'était un peu interrogé sur le Grand Prix de l'E3 en disant tiens, est-ce qu'il ne part pas un peu trop tôt tout seul? Il a réussi son pari ce jour-là. On était un petit peu moins inquiet hier, finalement, quand il est parti. On s'est dit, il va le faire. Oui, il va le faire certainement parce qu'il n'y avait pas de stress contrairement à ce que vous avez dit tout à l'heure. Je pense que dans ses interviews, il n'avait aucun stress dès le départ, parce qu'il les avait déjà gagnés 2 fois et que moi je me disais ça va être plus compliqué pour lui parce que dans la réalité, il était avec la seule équipe qui devrait prendre le poids de la course sur elle. Ils ne l'ont jamais fait. Il a été d'une réaction parfaite. On a laissé sortir, il y a eu cette échappée avec des coureurs qui ne pouvaient absolument pas aller au bout, avec 2 de ses équipiers qui filtraient parfaitement. Et puis, il y a eu la remise du poids de la course qui devait peser sur les épaules d'Alpecin sur les autres équipes, avec le concours sans doute de Mats Pedersen qui, dans sa générosité, a peut-être laissé tomber une 3e place, une 2e place sur le podium. Générosité, un peu de naïveté, même si c'est pas le bon terme. Oui, il le dit lui-même après l'arrivée. Je pensais que j'avais d'autres possibilités. Si je devais le refaire, je ne le referais plus comme ça. Mais là, on met Gianni Vermeers et on remet de nouveau du poids sur les épaules des adversaires, des principaux outsiders. Ils ont fait ça d'une façon remarquable. Et puis, ils savent qu'ils ont quelqu'un qui est capable de finir comme il l'avait fait effectivement une dizaine de jours avant. C'est assez remarquable, mais je pense que, comme l'a dit Rodrigo, le fait de se retrouver dans une situation où il y a peu d'adversaires lui permet de faire de très très gros numéros. Ici, tout s'est exactement passé comme il l'avait prévu. On n'avait pas prévu d'attaquer dans la 2e ascension du Quarmont. On avait prévu une accélération et puis ça se passe dans la finale. Et oui, c'est parti relativement loin, mais pour en avoir reparlé hier soir, c'est là qu'il avait prévu d'attaquer. Et c'est là que, je vous interromps un petit instant, c'est là que ses qualités de pilote sont remarquables, parce que c'est un des seuls coureurs qui reste sur le vélo, qui reste en plein milieu de la ligne pavée. Le problème de Cortina, c'est qu'il est parti un peu vers Koppenberg. Oui, c'est qu'il est parti un peu sur le côté, et à partir de ce moment-là, ça devient, dans les conditions d'hier, ingérable. Jérôme, on a vu à 110, 100 km de l'arrivée, aller entre le 90e et 110e kilomètre vers l'arrivée. Des attaques fusées de toutes parts, à gauche, à droite. On a vu un moment Van Der Poel, non pas perdu parce qu'il ne l'était pas, mais se dire, bon, on va calmer les esprits et on va remettre les choses en l'état et dans le bon ordre. C'est ce qui est arrivé, mais on se dit, quand on revoit ces images, que les adversaires ont fait ce qu'ils devaient faire. Qu'est-ce qu'on pouvait faire d'autre que d'attaquer à 110 km de l'arrivée? Il fallait rendre la course dure. Les adversaires ont rendu la course dure. Hormis le solo inutile de Mats Pedersen, qui a roulé comme si Jasper Stuyven était derrière, en fait. Ouais. Hormis ça, et oui, on peut rien leur reprocher, mais moi j'ai quand même senti un petit vent, je vais pas dire un petit vent de panique, mais on a vu Van Der Poel qui se retournait à un moment donné plusieurs fois, qui cherchait après ses équipiers, et à ce moment-là, il n'était pas entouré. On l'a vu mettre la main en maillot pour parler dans l'oreillette, et qu'est-ce qui se passe 2 kilomètres plus loin? Il y a 3 Alpecin qui se sont mis en tête du peloton et qui ont roulé pour revenir sur ces petits groupes qui, effectivement, commençait à devenir dangereux. Il y avait du Visma, il y avait du Lidl Trek, c'était dangereux pour Alpecin. Et quand on voit un petit peu la start list,
l'équipe Alpecin n'était pas sur papier l'équipe la plus forte. Et par contre, moi, quand je revois la course et quand je vois comment ils ont géré ça de main de maître, franchement, chapeau à toute l'équipe. Et quand on en a discuté avec le manager Philippe Rodhoft après la course, il était heureux qu'on souligne ça aussi parce qu'il dit oui, il y a la victoire de Mathieu Van Der Poel, mais il y a eu une grosse équipe autour de lui. Et d'ailleurs, Mathieu l'a signalé aussi. Franchement, la course des Alpecin de Koenig, c'était terrible, je trouve. Parce que Pedersen a fait des cauchemars de Vermersch pendant la nuit. Et pour compléter l'analyse déjà très complète que Gérard et Jérôme viennent de faire, ceux qui ont osé attaquer Mathieu Van Der Poel l'ont payé. Ouais. Vous savez, Jorgensen, on l'a dit, c'est le premier, il est parti à 110 km. Boum. 31e, à 3 minutes 38, plus que la place, j'aime bien donner les temps. Pedersen et Rex, qui ont essayé, sont à 2 minutes 41, donc aucun n'est dans le top 20. Et vous vous souvenez, l'autre qui a osé, qui a essayé, le champion d'Espagne, Lascano, téméraire, vous savez où il termine ? Il est 73e à 11 minutes 7. Donc tu suis le retour de boomerang. Hein. Ce sont même des chiffres impressionnants. Rodrigo, ça veut donc dire que ces garçons aussi ont essayé de gagner et non pas jouer le podium. On peut coller la roue de Van Der Poel et mais heureusement qu'ils l'ont fait. Voilà. Même si je m'interroge aussi sur Pedersen, comme l'a très bien dit Jérôme. Maintenant, non, je m'interroge pas. Pedersen était diminué parce que il sera bien dimanche prochain. Qu'il soit là. Qu'il soit généreux dans l'effort, c'est à la Pedersen. Mais le Pedersen d'hier était diminué. Ça, vous me l'enlèverez pas de l'idée. Et pour revenir à ce que vous disiez avec les victoires de Mathieu dans le Ronde, à partir du moment où c'est une course où souvent c'est le meilleur qui gagne, le plus costaud, ses chances d'empiler les victoires, elles augmentent, parce que on a l'impression qu'il évite toujours la malchance, qu'il ne se loupe jamais et qu'il est souvent le plus fort. Donc oui, des Tours des Flandres, il peut en empiler quelques-uns. Mais ça doit être compliqué pour les adversaires. Oui, ça c'est compliqué pour les adversaires, effectivement, quand on sait que pour gagner, il faut quasiment le décrocher et qu'il est indécrochable. Maintenant, l'équipe d'hier, ce n'est pas Lidl Trek, ce n'est pas la grande Visma Leasebike quand elle est au complet. Et c'est UAE sans Pogacar. Voilà, ils ne savent pas faire basculer la course, mais ils savent la contrôler. Et quand il s'est retourné pour chercher les équipiers, en fait, le directeur sportif, c'est lui. J'ai beaucoup de respect pour Christophe et Philippe Rodhoft qui sont des copains de longue date, mais le directeur sportif c'est lui qui génère les coureurs autour de lui et pour lequel ils vont se mouiller le maillot, si pas tirer le cuissard pendant la course jusqu'au bout. Quand on voit l'arrivée de Gianni Vermeersch, qu'il va vers Mathieu qui a gagné, c'est quand même une image qui montre qu'ils sont prêts à tout pour leur leader, qui très très généralement le rend parfaitement. J'ai juste une question, Rodrigo, vous qui aimez les chiffres et qui avez aussi des souvenirs un peu plus lointains que Jérôme et moi. Ah, je crois que vous parliez de... Et Gérard a encore des souvenirs bien plus lointains. L'écart sur la ligne d'arrivée, en sachant que Van Der Poel a contrôlé les 10 derniers kilomètres, en sachant, on a tous vu la belle image, et on était aux premières loges, nous, dans la tribune commentateur, qu'il s'est arrêté, qu'il a levé le vélo au ciel. L'écart, 1,02 sur le deuxième, on aurait pu avoir un écart bien plus marqué, 1,27. Il faut remonter à 2013 pour retrouver un écart plus important entre Cancellara et Sagan. Dans le cyclisme d'aujourd'hui, ça veut donc dire que c'est aussi assez exceptionnel cet écart entre un premier et un deuxième. En tout cas sur le Tour des Flandres, oui, on avait fait la recherche pendant le reportage en direct hier, et donc en fait lorsque Mathieu a eu presque 2 minutes d'avance, on était sur les bases de Raas en 1983 et de Merckx en 1969. 5 minutes. Donc c'est pour trouver mieux. Ouais, tout à fait. Donc oui, c'est vrai. Maintenant, ces solos, c'est devenu quelque chose, ces échappées solitaires. Je rappelle que hier, c'était le 4e jour de course de Mathieu. Lors du premier jour, il a offert sur un plateau la victoire à Philipsen en donnant, on l'a tous souligné, de sa personne. Le 2e et le 4e jour, il fait plus de 40 km tout seul devant. Et le 3e jour, il a quand même toléré pendant 35 km un homme, histoire quand même de pouvoir peut-être un peu discuter. C'était Mats Pedersen. Souvenez-vous de Pogacar et de Remco Evenepoel dans un autre contexte. Leur premier jour de course était respectivement 81 et 55 km en solo sur l'Estrade Bianche
et au Portugal. Et je parle même pas de Milan-Turin avec Bettiol ou de ce qu'a fait Barta en début de saison aussi. Donc c'est une tendance de plus en plus. Je sais pas comment un homme comme vous, Gérard, en tant qu'expert, vous interprétez ça. Je pense que c'est une évolution du cyclisme moderne, avec des gars qui, quand ils veulent, même Mathieu Van Der Poel, quand il se met en tête de faire un bond contre la montre, il est capable de le faire. Et dans les interviews qu'on a diffusées avant la course, et c'est le cas depuis le début de la saison, Jérôme, vous ramenez des interviews où les coureurs, de plus en plus, expliquent ce phénomène et vous disent, écoutez, de toute façon, ça va sans doute s'ouvrir tôt parce que maintenant, le cyclisme, il est comme ça. Les coureurs sont en train de découvrir finalement le cyclisme dans lequel ils évoluent. Ouais, mais on revient à ce cyclisme-là grâce aux coureurs que sont Pogačar et Van Der Poel qui s'ennuient un peu sur le vélo dans le peloton et qui veulent sortir et ouvrir la course. Moi, je trouve que ça montre aussi qu'il y a quand même un cyclisme à deux vitesses, parce que si des coureurs sont capables de sortir d'aussi loin et de tenir face à 2-3 coureurs qui se relaient, c'est qu'il y a une grosse différence de niveau et on en revient à cette différence de niveau et cette adversité qui était moindre quand même ici sur ce Tour des Flandres. Par contre, il était cuit, Mathieu Van Der Poel à l'arrivée. Il a d'ailleurs évoqué un petit peu Harrogate dans l'interview où il avait eu là le coup de fringale au championnat du monde. Il a dit à la fin, il fallait pas quelques kilomètres en plus parce que j'étais cuit. Et d'ailleurs, j'ai été voir, vous l'avez dit, il a approché d'un écart des 2 minutes. Et au final, avant évidemment de lever son vélo, où là forcément il a perdu du temps, il a perdu 30 à 40 secondes dans les tout derniers kilomètres, alors qu'il roulait encore à ce moment-là. Donc il était temps qu'il arrive, je crois. Il a bien géré aussi. C'est alimenté, on l'a vu. Mais voilà, 30 minutes après l'arrivée, il tremblait encore de froid, il avait les lèvres encore un peu mauves. Enfin voilà, il est allé très loin dans l'effort. Il y a encore Paris-Roubaix, il y a encore l'Amstel Gold Race, il y aura peut-être Liège-Bastogne-Liège. Donc, vous savez, je pense qu'à un moment donné, quand on a la victoire dans la poche, je pense aussi qu'on est malin, on est rusé. Parfois, Gérard aime bien dire, on est filou. Mais comme vous l'avez bien expliqué, autour de lui, il n'y avait pas de vedette. Puisque Philipsen n'était pas là, il n'y avait pas d'autres vedettes, mais c'était comme une équipe de foot où chacun savait exactement quelle était sa mission d'y lier, comme à Milan-San Remo. Ok, on roule, et puis après on met Riesebeek, on sacrifie le jeune, mais il est jeune et talentueux, il est là pour ça, il apprend Laurence, et on a laissé jusqu'à 100 km de l'arrivée, on n'a pas vu Andersen, et on n'a pas vu Vermeer. Et puis après, ils ont fait ce qu'il fallait. Donc c'était très très bien programmé. C'est ça qui est peut-être la clé de la réussite. C'est que finalement, on a un homme qui, dans la course, court à l'instinct, à l'intuition, mais on a quelque chose qui est bien préparé aussi. C'est peut-être cet équilibre-là qu'il n'y a pas chez Visma, où tout est programmé. Tout est programmé, y compris pendant la course. On va faire ça et on fait ça. Et on a encore vu avec quand même ce vaudeville de nouveau. Et j'en parlerai pas comme ça, si ça s'était pas déjà passé il y a presque 2 ans sur le Tour de France. Mais sincèrement, les datas, c'est plus important que de reconnaître la couleur d'un vélo. Mettez-vous un peu dans la peau de Benoît, qui était très embêté à votre micro parce qu'il n'osait pas dire la vérité. Oh, pas la vérité. Non, si, la vérité, il le dit, mais ce qu'il pense, il peut pas incriminer, évidemment. Et nous, on va pas incriminer ce mécano. Mais sincèrement, vous avez vu quelle était la couleur du vélo de Van Baarle? Tout à fait. À un moment donné, il faut quand même être sérieux. Évidemment. Allez, on enchaîne sur ce Koppenberg, qui fait ou pas débat, mais on va en parler, puisqu'à la sortie de la tribune commentateur, j'ai croisé, comme vous, des collègues, des confrères, certains étaient ébahis par les images. Ah, c'est magnifique pour le vélo de voir ces gars à pied à côté de leur vélo, et puis d'autres, enfin, c'est scandaleux, ça ne doit pas arriver. Le Koppenberg, c'est vraiment une difficulté du Tour des Flandres qui fait débat depuis son instauration. Je recherche dans mes petits papiers. En 1976, de 76 à 87, tout va plus ou moins bien. 87, l'épisode Skibi, le vélo écrasé par la voiture du commissaire. On retire le Koppenberg du parcours, on le retravaille un petit peu, on refait le revêtement. Il revient en 2002, on le ressort du parcours en 2007, de nouveaux travaux, et depuis 2008, le Koppenberg fait donc partie du parcours de ce Tour des Flandres. Ce qu'on a vu hier, 3 coureurs sur leur vélo, les autres à pied. Ça vous inspire quoi, Gérard? Est-ce que ce Koppenberg, humide comme hier, a sa place sur le Tour des Flandres ou pas? Pour moi, le Koppenberg a sa place sur le Tour des Flandres, qu'on le monte à pied, à le vélo sur l'épaule, ou qu'on reste sur le vélo. Le problème d'hier, effectivement, pour les organisateurs, c'est la pluie
qui vient en plein milieu de course, et aussi une pluie qui n'était pas 100% prévue. Donc on avait sans doute trop gonflé par rapport à ce qu'on aurait pu avoir. Tout le monde roule aujourd'hui en gros en 28 de section. On a vu que les plus habiles restaient sur le vélo. À partir du moment où quelqu'un met pied à terre, ça devient compliqué pour tout le monde. Alors, je rappelle ce que Van der Poel a fait. Il est monté en plein milieu de la route avec sa puissance, en restant assis, sans prendre le risque de se mettre en danseuse. Le problème de Cortina, à un certain moment, qui était très bien, mais qui était peut-être dans l'effort véritable. Il s'est laissé glisser vers le bas-côté, son vélo s'est mis de travers. Impossible de remonter. On s'est posé la question avec Rodrigo et Cyril, est-ce qu'il y a un problème de dérailleur? Je voyais que la chaîne restait tendue, et Cyril a constaté qu'il dégonflait un peu à l'arrière, parce que c'est la roue arrière qui est partie progressivement vers le bas-côté. Il a dû mettre le pied à terre, repartir dans ces conditions-là, oubliez-le tout de suite, parce qu'il faudrait courir à côté du vélo. Même en dégonflant. Et avec les cales en question, qui ne sont pas des cales de cyclocross ou de VTT, vous ne savez pas courir sur les pavés. Vous êtes dans la position du canard boiteux qui a des difficultés à se relancer. Et donc, quand il se met de travers, il y a un peu de panique derrière, où des coureurs se disent il faut absolument aller sur le côté, mais pour aller sur le côté, le vélo se met de travers, et tout est foutu, tout le monde est à pied. Mais est-ce que ce sont des images qui sont porteuses pour le sport cycliste, pour le Tour des Flandres ou pas? Moi, perso, ça ne me dérange pas, ça fait partie du spectacle, du show, pour employer le bon terme peut-être dans le monde dans lequel on vit, mais j'ai entendu des puristes peut-être qui trouvaient ça dommage. Jérôme. C'est clivant en fait, hein, ça c'est clair. Il y en a qui vont aimer, il y en a qui ne vont pas aimer. Parce qu'évidemment, ça se décide là. Oui, je trouve que ça a été peut-être trop décisif dans la course qu'on a vue hier. Et Van der Poel est très malin. Hein. Van der Poel, il entame le Koppenberg à la 3e place et je pense qu'il voit au loin que Garcia Cortina a un problème. Et là, il commence à accélérer parce qu'il sait que derrière ça va être le bouchon et qu'ils vont mettre pied à terre. S'il attaque à ce moment-là, c'est pas pour rien. Il sait que ça va être un endroit décisif et que certains vont mettre pied à terre. Est-ce qu'il n'est pas en fait trop proche de l'arrivée? Est-ce qu'il ne faut pas le remettre un peu plus loin? Mais est-ce qu'un Koppenberg à 100 km de l'arrivée, ça a un intérêt? Moi, qu'il ait été décisif, Rodrigo, je trouve ça finalement, il a joué son rôle. Peut-être pas comme on aurait voulu qu'il soit décisif, mais il a été décisif, ce Koppenberg. Oui, mais comme on n'attaque pas un maillot jaune à terre dans le Tour de France, on n'attaque pas Cortina. Est-ce qu'on peut s'échapper avec des gars qui n'ont pas pu jouer leur chance parce qu'il y avait bouchon devant? Voilà, c'est... Oui. Mais c'était pas que je comprends. Et quand on est dans la situation de Van der Poel, moi j'y vais, on n'attaque pas quelqu'un qui est à terre. Ceux qui ont mis pied à terre hier, c'était par manque de pratique. C'était lui est passé, 2 autres sont passés. À partir du moment où il y a le problème Cortina, oui, ça fait partie de la course. C'est un fait de course. Et le risque aussi, c'est peut-être d'avoir une course de placement énorme avant cet endroit-là dans les prochaines années et d'avoir des chutes à cause de cette course de placement. Il faut l'aborder absolument dans les 2 premières positions. Hein. Ouais. Ce Rodrigo. Pour moi, il n'y a pas de débat. Je vous trouve tellement silencieux que ça m'inquiète. Mais... Rodrigo. Non, mais voilà, j'entends bien que c'est clivant et que ça peut l'être, mais pour moi, il n'y a pas de débat. Donc il a sa place. Évidemment. Ah ben voilà. Tout le monde sait qu'il peut pleuvoir sur le Tour des Flandres. On est d'accord. Hein. Et sinon, mais on retire tous les secteurs pavés de Paris-Roubaix, s'il pleut. On peut se dire, oui, mais alors si on commence à raisonner, on va se dire, oui, mais mettez-vous quand même dans la peau des gars qui pèsent 80 kilos. Il y en a quelques-uns et qui doivent se taper 3 fois la Flèche Wallonne, le mur de Huy. 4 fois cette année. Et moi, je les vois passer devant cette année 4 fois. Mais franchement, est-ce que vous trouvez qu'on devrait continuer? Est-ce qu'on ne mettrait pas l'arrivée sur la Grand Place Ah ben non, il y a le marché, ça va pas. Est-ce qu'on n'enlèverait pas tous les bergs et faire un Tour de France, Tour des Flandres sans berg? De toute façon, tout le monde connaissait, tout le monde sait, c'est pas nouveau. On n'a pas remis le Koppenberg l'année dernière. Donc après que certains n'aiment pas ça, c'est le droit absolu de tout le monde d'aimer ou de ne pas aimer. Le Koppenberg est là. Et ceux qui l'ont le mieux maîtrisé, dans l'approche aussi, ce sont ceux qui en sont sortis. Maintenant, regardez qui passe 2e et qui passe 3e au sommet du Koppenberg et où ils sont à l'arrivée. Oui, ça c'est autre chose. C'est ceux qui ont explosé dans la roue de Mathieu Van der Poel. C'est important de le rappeler. Et au-delà de ça, il y a pas mal de monde qui la veille à payer beaucoup d'argent pour monter le Koppenberg à pied. Sur la cyclo du Tour des Flandres. Allez, dernier débat concernant ce Tour des Flandres avant d'accueillir notre invité.
parce que on est quand même bien avancé sur les classiques pavés, qu'on attend toujours un premier succès de la Soudal Quick-Step. Hier, le premier coureur de Patrick Lefevere à l'arrivée, Yves Lampaert, 18e. On a de plus en plus d'échos d'un vrai malaise au sein de l'équipe Soudal Quick-Step, un vrai malaise, un vrai clivage aussi entre le groupe Evenepoel, le groupe des classiques, et des garçons comme Asgreen, comme Lampaert, comme Alaphilippe se sentent vraiment délaissés. Je vous propose d'écouter Julien Alaphilippe qui évoque deux choses, son petit souci ou gros souci avec Patrick Lefevere il y a quelques semaines, et l'ambiance actuelle au sein de l'équipe, et comment lui il le vit de l'intérieur, et puis on en parle. J'ai réussi vraiment à m'en détacher au maximum comme j'ai souvent l'habitude de faire. Après ça m'a plus fait chier pour Marion qui elle n'a rien demandé et qui aime pas du tout être dans les histoires et elle n'a pas apprécié être mêlée avec des propos comme ça qui étaient inutiles et qui n'avaient pas de sens parce que voilà, il y a des choses qui peuvent et qui sont censées être personnelles. Et c'est un peu chiant quand c'est tout le temps dans la presse alors que ça n'a pas lieu d'être. Je suis fatigué de ça en fait et du coup je m'en fous tellement que la seule chose que je peux faire c'est faire bien mon travail et je le fais très bien depuis de nombreuses années. Ce qui m'importe moi c'est que mon fils soit en bonne santé et que je fasse mon métier du mieux que je peux. Le reste on pourra toujours me critiquer, on pourra toujours dire ah il a gagné là maintenant il avance plus. C'est comme ça. C'est la réalité tout simplement. Ouais, j'ai pas eu le début de saison que j'espérais. J'étais, je pense, vraiment sincèrement bien parti sur l'Estrade Bianche. J'avais, avant de tomber, des sensations que j'avais pas eues depuis longtemps sur un vélo. Donc la chute, elle m'a vraiment mis un coup derrière la tête. Maintenant, ça va, mais forcément, ce temps-là, ça m'a fait un peu chier, quoi. Les jambes sont là, mais loin d'être extraordinaires. Donc je sais qu'il y aura pas de miracle, mais je donnerai le maximum, et ça, c'est une certitude. Voilà, un Julien Alaphilippe qui m'a l'air éteint, désabusé, outre le souci avec Patrick Lefevere, mais et il ne dit pas tout. Il y a aussi du on et du off. Il y a vraiment ce gros malaise, et je trouve que ça transpire dans les propos de Julien Alaphilippe, Jérôme. Ouais, mais on sait que de toute façon l'idylle elle est terminée. Hein. Il est en fin de contrat. Malheureusement, il va se traîner pendant toute la saison. Et puis... Mais il se traîne, mais à l'instar d'autres coureurs du noyau des classiques. Oui. Mais ce que ça m'inspire, moi, c'est que je me dis que si effectivement on mise tout sur Remco Evenepoel pour aller faire un bon résultat dans le Tour de France ou dans d'autres grands tours, des coureurs comme Alaphilippe, comme Asgreen, comme Lampaert, dans un grand tour, on en a besoin. Donc il faut, s'ils ne se sentent plus concernés, il va falloir aller les rechercher, parce que quand le vent va souffler sur le Tour de France et qu'il va falloir faire des bordures et aller bagarrer dans le vent, c'est des mecs comme ça qui vont aider Evenepoel, c'est pas Landa. Hein. Vous savez, l'an dernier, après le Tour des Flandres, un repas était organisé pour les coureurs, pour les épouses des coureurs, pour les familles, histoire de, juste avant Paris-Roubaix, après le Tour des Flandres, de gonfler un peu le mental, une sorte de team building. Cette année, rien. On ne revient pas vers les coureurs. Ils se sentent à l'abandon. Oui, mais je pense que c'est assez logique dans une certaine mesure parce qu'il y a une vraie transition entre l'ADN des courses d'un jour et, comme l'a dit Jérôme, l'ADN des grands tours avec un coureur qui est capable d'en remporter une collection. Ça, c'est un premier élément, mais il y a quelque chose qui ne va jamais être digéré, que ce soit Patrick Lefevere lui-même ou par certains coureurs, ce sont ces fameuses discussions qui ont éclaté la veille du championnat du monde où extérieurement est apparu dans la presse que c'était pas une équipe de super niveau, etc. Et les coureurs qui ne font pas partie qui n'ont pas de chance d'aller au Grand Tour se sentent forcément un peu délaissés. Maintenant, à la décharge de Patrick Lefevere, qui termine en commentaire en disant « j'ai peut-être été trop rapide en renouvelant certains contrats dans l'enthousiasme, etc. » Je dirais simplement, vous savez, je conseillerais franchement à Julien Alaphilippe d'aller respirer un air différent l'année prochaine dans une autre équipe. Mais je conseillerais quand même à Alaphilippe de faire de son mieux pendant la période qui va de demain ou d'aujourd'hui même jusqu'à la fin de l'année pour pouvoir négocier un contrat qui est un peu supérieur à ce qu'on va lui proposer. Parce qu'aujourd'hui, en laissant tomber un peu les bras suite à une chute, suite à ceci, soit à cela,
il ne donne plus une image extraordinaire vers le monde extérieur. Et donc ça, il faut bien y penser. Pour Asgreen, c'est la même chose. Pour Lampard, il fait son job. Lampard, c'est un malin. C'est chaque fois, pour ainsi dire, le meilleur de l'équipe à l'arrivée. Alors on ne le voit pas beaucoup. À un certain moment, il a roulé en tête, etc. Il sait où il doit se placer, mais Yves Lampard n'est plus non plus le gars qui va venir vous gagner le Tour des Flandres. Attention quand même à lui la semaine prochaine. Paris-Roubaix. Mais ça peut aussi, entre coureurs, Rodrigo, créer des dissensions avec ces gars des classiques qui regardent le groupe Evenepoel, le groupe des grands tours, en disant on ne se sent plus dans la même équipe. Ça, je n'en sais rien. Ce qu'ils ressentent, la seule chose qu'on peut faire, c'est essayer de décoder l'interview de Julien Alaphilippe. On se regardait, on se faisait un signe avec Gérard. En tout cas, moi j'adore ce coureur, Julien Alaphilippe, il nous a fait vibrer. Mais là, dans son discours, évidemment, c'est important, la famille et les enfants. Mais là, on a l'impression que c'est ça et rien d'autre. Donc, autrement dit, moi, ma saison, vous oubliez. C'est presque comme ça qu'on peut l'interpréter ou à tout le moins le ressentir. Et j'espère qu'on ressent mal. Voilà. Mais en tout cas, par rapport au truc. Alors, vous insistez sur Lampard, qui est le meilleur, encore une fois, 18e à 2 minutes 2. Mais le deuxième coureur de Patrick Lefebvre, qui a quand même gagné cette course il y a 3 ans, il est 47e à 7 minutes 35 à Asgreen. Alors, que ni l'un ni l'autre ne soit dans le top 10 ou ne soit en mesure de lutter pour le top 10 d'un Tour des Flandres globalement, je le répète, aussi faible, là, moi, j'ai un problème. Regardez simplement le top 5 de l'année dernière. Amusez-vous à faire ça. Kia, Van der Poel et un demi-Pedersen. Les autres sont pas là. Ils n'étaient pas au départ. Regardez le top 5 aujourd'hui. Qu'est-ce que vous avez ou hier? Mozzato, c'est merveilleux. Mais sa 20e place sur Paris-Roubaix, c'était le meilleur résultat de sa vie dans un monument. Polite, jamais fait un résultat comme ça sur le Tour des Flandres. Bjerg, il était 15e l'année dernière. Morgado, exceptionnel, c'était son premier monument. Sheffield, il était 28e l'année dernière. Même Matthews, qui aurait pu monter sur le podium s'il n'avait pas été déclassé, n'avait jamais fait mieux que 6e. Moi, je vous dis, hein. Donc, on aurait dû. Ce sera peut-être la transition. Un bond de lit. Moi, j'ai la conviction qu'il lutte pour le podium. Enfin, il lutte pour le podium. Donc hier, on aurait dû, bien sûr, avoir dans le final, bien sûr qu'on doit avoir au moins un coureur, au moins qui, même si, parce que c'est le problème de Lampard, c'est qu'il est 18e, mais à 2 minutes 2, mais il faut qu'il soit dans le groupe avec Mozzato. Ça me paraît normal, les a vus actifs très tôt et puis. Mais oui, donc c'est sans doute qu'il doit y avoir un souci. Ça, c'est comme ça en tout cas c'est ce qu'on peut déduire. Mais on n'est pas dans l'équipe, on ne sait pas comment ça se passe. Et comme l'a très bien dit Julien, il va y avoir des étapes de gravel et Remco va avoir besoin d'un profil. Comme Lampard, on n'en choisira qu'un. Alors est-ce que ce sera plutôt Moscon? Pour le moment, on va plutôt dans ce genre-là. Aussi, hein. Mais il faudra quand même 1 ou 2 gars qui puissent prendre le vent. C'est important. Vous avez tendu la perche de Lee et donc on va saisir la perche et accueillir, et il a été patient, notre invité, le nouveau, ou il a déjà travaillé avec lui de toute façon, hein, préparateur physique, entraîneur d'Arnaud Delis. Gaëtan Bill, bonjour. Bonjour à tous, bonjour. Bon lundi de Pâques à vous. Vous êtes en image pour celles et ceux qui nous suivent dans le vidéocast, et on va être très attentifs pour celles et ceux qui nous écoutent dans le podcast, avec un chouette maillot derrière vous pour celles et ceux qui ont l'image. C'est un maillot d'Arnaud Delis, justement. Oui, exact. C'était le maillot d'Arnaud Delis sur le Renault 8 Tour, meilleur jeune l'année passée, oui. Alors, vous avez 35 ans, vous avez connu dans les pelotons professionnels de 2011 à 2017. Vous avez porté le maillot de l'équipe Lotto, le maillot de l'équipe Wanty, avant de prendre votre retraite sportive et de devenir entraîneur, préparateur physique de coureurs. On a été assez surpris finalement de voir votre nom là apparaître il y a quelques jours. On a vraiment décidé du jour au lendemain de changer l'entraîneur d'Arnaud Delis. Comment ça s'est passé? Ça s'est passé juste après Gand-Wevelgem. Dans un premier temps, je supervisais déjà un peu son évolution l'année passée, sans intervenir sur la partie entraînement. Et ici, après Paris-Nice, Arnaud m'a téléphoné comme quoi la confiance était un petit peu terminée avec l'entraîneur de toujours, on va dire. Et donc, il m'a demandé de prendre le relais. Et puis après, ça s'est concrétisé ici au soir de Gand-Wevelgem. Stéphane Hulot m'a téléphoné pour créer une structure autour de lui. Et donc, c'est ce qui a été fait la semaine passée.
Est-ce que c'est un appel du pied d'urgence de la part de Stefanello? Est-ce que vous êtes la solution là de secours parce qu'on en a vraiment besoin là maintenant pour aider Arnaud? Ben, je vais pas dire d'urgence parce que en fait l'idée était d'arrêter la campagne des classiques, donc justement c'est profiter de cette longue période jusqu'à la prochaine course pour faire un petit peu un reset. Et donc voilà, l'idée c'est de recréer les bases, de remettre tout en place pour retrouver l'Arnaud qu'on connaît. Oui. Vous le connaissez depuis plus longtemps, vous êtes originaire de sa grande région, hein, mais voilà, vous le connaissez depuis qu'il est gamin, qu'il est junior. Dans quel état il est là maintenant, mentalement? Et puis je passe la parole à nos débatteurs. Comment il vit cette période? On a diagnostiqué son souci physique et on pourra en reparler, mais mentalement, moralement, est-ce qu'il est bien? Parce qu'on voudrait être rassuré aussi. Ben, les jours après Gand-Wevelgem, ça n'a pas du tout été parce qu'il se demandait ce qui se passait. Et puis après, les résultats de la prise de sang l'ont un petit peu réconforté parce qu'il y avait justement ce début de maladie. Donc là, de jour en jour, ça va mieux. Il a mis un petit peu le vélo de côté aussi. Ça lui manque déjà, donc il veut reprendre. Mais voilà, il faut d'abord se soigner dans un premier temps. Jérôme Elguers, je vous laisse avec Gaëtan Bill. J'avais un trou de mémoire sur le prénom. Bonjour Gaëtan, moi j'avais une question. On sait que Arnaud a un talent indéniable. Il a gagné beaucoup de courses ces 2 premières saisons avec ce talent, avec sa force. Mais pour réussir à l'étape supérieure, le World Tour, on sait que il faut quelque chose en plus. Il faut vraiment consacrer toute sa vie au vélo, avoir quasiment une vie de moine. Et je voulais un peu savoir à ce niveau-là où en était Arnaud, parce qu'on nous avait déjà glissé dans l'oreille il y a assez longtemps, hein, au début de sa carrière, que c'était vraiment l'étape qu'il devait franchir, vivre uniquement pour le vélo, avoir une vie de moine, ce qui n'est pas facile, évidemment, quand on est coureur professionnel. Exactement. Déjà l'année passée, il a commencé un petit peu à faire attention à un peu plus de détails. On a vu que l'évolution de mois en mois allait vraiment bien. Donc après, ça reste un coureur très talentueux. Donc même, quand on voit l'année passée, même en négligeant quelques aspects du métier, il a quand même pu prester au tout haut niveau. Donc ce genre de début de saison assez difficile qu'il connaît, c'est vraiment la période la plus compliquée pour le moment depuis le début de sa carrière. Ça permet aussi à lui-même de se remettre en question et d'aller de l'avant. Et il a bien pris conscience qu'il va savoir gagner des courses, mais des grandes courses, il va falloir être vraiment, vraiment coureur 25 heures par jour, j'ai envie de dire. Oui, on sait que Stefanello et la structure dirigeante de l'équipe Lotto a rencontré aussi les parents d'Arnaud. On sait l'amour qu'il a pour la ferme, pour le tracteur, pour les vaches. Mais il y a un moment, il faut vraiment se couper de cela aussi et ne plus traire les vaches à 6 heures du matin. Je dis ça avec un petit sourire en caricaturant, mais on sait que c'est vrai et que Arnaud, coureur professionnel, a encore du plaisir à traire les vaches. Ça, faut arrêter. Oui, exactement. Déjà l'année passée, à partir de milieu d'année, il avait commencé à mettre tout doucement la ferme de côté et ça s'était vraiment ressenti dans ses résultats. On avait vu qu'il avait bien explosé. Maintenant, c'est aussi à double tranchant parce que dans ce genre de situation, c'est bien aussi d'avoir la ferme pour un petit peu se détacher de tout ça, pour avoir un petit peu moins le vélo en tête. Mais en effet, il y a vraiment eu un discours avec les parents. Dans le sens où quand il y a des charges de travail importantes, il faut mettre la ferme de côté, oui. Gérard Bullens, on vous écoute. Oui, Gérard Bullens a l'habitude de poser des questions pourries, mais je vais pas le faire. Gérard, il en pose 2 d'ailleurs. Donc Non, une seule aujourd'hui, c'est lundi de Pâques, il y a d'autres choses à faire après. Mais en fait, je t'ai connu au CFCF, hein, il y a quand même une collection d'années maintenant, et je m'occupe toujours un peu d'essayer de trouver des gens pour la formation des jeunes. Et donc, je sais que la FCWB organise des cours d'initiateurs et des cours d'éducateur, mais pour devenir entraîneur, je vais dire à l'ADEPS et spécialisé dans le vélo, en fait, on passe par où, Gaëtan? Justement, moi, je suis passé par les cours ADEPS, mais après, le niveau 3 n'était pas mis en place, donc j'ai été à l'UCI pour le cours d'entraîneur UCI. Et là, donc, en fait, vous devez rester 1 mois en Suisse et c'est tout. C'est vraiment une formation de coach et puis après avec des examens, etc. Par la suite.
Donc voilà l'évolution que j'ai suivie. Ça dépend un petit peu. Il y a des entraîneurs qui passent par l'aspect universitaire. Moi, avec ma carrière, j'ai pas su faire cette filiale-là. Et donc, je suis passé, comme tu l'as énuméré, Gérard, par les cours, les examens fédéraux, on va dire ça, et puis après, vraiment l'UCI. Mais je voulais effectivement avoir la confirmation que ici en Belgique, du côté francophone, il n'y a pas de formation d'entraîneur. Il faut soit s'investir à l'UCI, et on est en Suisse, hein, donc quand je dis s'investir, c'est bien réfléchi, soit passer par les cours à l'UNIF, mais qui ne se pratiquent selon moi qu'au niveau néerlandophone. Hein. Ou bien tu vas à l'université, mais dans d'autres pays alors. Parce que je pense que à l'UCL, il n'y a pas de cours spécifiques de formateurs, d'entraîneurs au niveau du cyclisme. Donc toi, tu as été à l'UCI et donc tu t'es bien investi. Félicitations. Voilà, le diplôme, il est là. Et ce n'est pas pour rien que Gaëtan Bill s'occupe désormais d'Arnaud Delis. Rodrigo Benques, une question pour Gaëtan. Bonjour Gaëtan. Je rappelle quand même qu'à 22 ans, Wout van Aert était encore chez Veranda Williams, n'avait encore rien gagné. Hein. Donc j'aime bien faire ce genre de comparaison, puisqu'ils vont peut-être aller dans le même profil de coureur, ou en tout cas semblable. Moi, j'ai la course, l'exploit qui m'a le plus impressionné dans la carrière jusqu'ici de Arnaud Delis, bien sûr, il y a son sprint à Montréal qui est incroyable, mais c'est quelque chose qui n'a pas été médiatisé, très peu vu à la télé, c'est quand il remporte la Volta à Limburg l'année dernière. J'ai trouvé ça extraordinaire sur un petit Amstel Gold Race. Donc j'en viens à ma question, et étant un éternel optimiste, je pars évidemment du principe qu'on va retrouver Arnaud, qui va revenir plus fort que jamais. Dans ces schémas d'entraînement, vers quoi allons-nous aller avec lui? Parce qu'il a quand même beaucoup de possibilités. Est-ce que c'est le sprint, avec des possibilités peut-être dans les années à venir de lutter pour remporter un maillot vert sur le Tour? Est-ce que ce sont les courses pavées plus spécifiquement, les deux n'étant d'ailleurs pas incompatibles, ou alors déjà vers quelque chose d'un petit peu plus entre les deux, et je pense à terme un Amstel Gold Race, en sachant qu'évidemment la Flèche Wallonne et Liège-Bastogne-Liège, ça on va oublier. Je voudrais savoir un petit peu quel est votre avis, connaissant bien Arnaud, et puisque vous allez quand même devoir travailler avec lui, dans quelle direction pensez-vous qu'il faut aller dans les prochaines années avec Arnaud? Oui, ici, son profil se dessine vraiment vers les courses d'un jour. On voit bien que sur les sprints rapides, les sprints sur le plat, il a toujours l'un ou l'autre gars pour le devancer. Donc, allez, on parle de maillot vert. Ici, je pense qu'il va falloir vraiment améliorer cette partie-là de sprint lancé à haute vitesse pour aller chercher des points pour un maillot vert. Mais allez, on va revenir à son profil de base qui sont vraiment les classiques. Il a encore une marge de progression avec un bon travail de résistance à pouvoir faire. Et alors, j'en profite aussi. Arnaud, sur ces 18 derniers mois, est plus tombé que Pogačar et que Van der Poel sur toute leur carrière. On peut le dire comme ça, de manière un petit peu cash. Évidemment que c'est un coureur beaucoup plus à risque, allant dans des sprints massifs, etc. Mais est-ce que c'est la seule explication pour vous? Quand on voit l'année passée, il n'est pas si tombé que ça, à part vraiment la grosse chute à Dunkerque. Mais Dunkerque reste vraiment une course assez nerveuse, assez dangereuse. Et ici, depuis le début de l'année, on voit bien qu'il y a des hauts et des bas. Ça n'a pas du tout été dès le premier week-end, le week-end en Espagne. Donc forcément, ça a commencé, le doute a été créé dans la tête. Et donc ici, justement, on va profiter aussi de cette période sans course pour commencer à faire un travail mental aussi là-dessus, oui. Vous n'êtes pas médecin, Gaëtan, mais cette maladie de Lyme, on a tous quelque part des connaissances proches ou lointaines qui en ont été victimes. Et pour certaines personnes, ça prend énormément de temps, parfois plusieurs années pour en sortir. A priori, ici, on a détecté la maladie très tôt chez Arnaud et c'est plutôt positif et rassurant. Mais donc, sans être médecin, quel est pour vous le futur là à court terme d'Arnaud concernant cette maladie? Comment gérer la fatigue, les éruptions cutanées, les douleurs musculaires? Oui, je suis en contact avec le médecin qui a diagnostiqué justement cette maladie. Donc, il m'a dit que c'était le stade 1, donc il n'y a pas de restriction physique pour le moment. Mais en effet, il faut bien suivre que la maladie n'évolue pas parce qu'elle peut atteindre vite des complications. Donc, il est sous antibiotiques ici, Arnaud?
Il est toujours sous antibiotiques. Oui, exactement. Il est dans son traitement, oui. Et donc, a priori, après la cure d'antibiotiques d'une dizaine de jours, basta, on se repose et ça doit revenir assez vite. Il y aura un nouveau contrôle justement après ça pour voir si ça n'a pas évolué, oui. Et on doit imaginer, on est un petit peu pressé, hein, son retour où et quand. La fameuse Ardennes Classique à domicile a été évoquée fin avril. Oui, c'est ça, je vous confirme, ce sera vraiment là qui reprendra la compétition, oui. Donc ça nous fait un temps de 4 à 5 semaines jusqu'à la fameuse Classique. Oui. Est-ce que le fait d'avoir trouvé enfin les raisons, il y en a peut-être d'autres, hein, mais en tout cas la raison principale de la fatigue d'Arnaud, soulage l'équipe, soulage Arnaud, vous soulage vous? On a pu mettre un mot sur le mal d'Arnaud? Oui, après, on sait qu'il y a eu ça, c'est quelque chose. Maintenant, voilà, comme je vous dis, il est dans une période du reset et il faut que le reset soit justement constructif. Donc, il faut remettre à plat tout ce qui a été, tout ce qui n'a pas été. Et il faut travailler dans la bonne direction dès maintenant, oui. J'ai une dernière question et je ne vous demande pas de taper sur l'entraîneur précédent d'Arnaud, hein. Mais on a bien vu ce début de saison compliqué, maladie de Lyme ou pas. Est-ce que la préparation pour laquelle Arnaud et l'équipe avaient opté était la bonne, ce stage en altitude, reprendre un peu plus tard la compétition? Est-ce que ça correspond à Arnaud? Ça allait avec Arnaud, tout se passait très bien jusque mi-janvier. Et puis après, il y a eu vraiment le stage d'aptitude qui a été, voilà, vous l'avez évoqué dans la presse, mais qui a été un petit peu, même beaucoup de volume, etc. Et donc, c'est pas passé à ce niveau-là. Donc ça a été très mal géré, la partie du mois de février. Et après, ici, avec du recul, Arnaud reste un leader. Donc un leader va chercher des résultats la confiance dans des résultats. Et donc, ce serait peut-être intéressant de commencer la saison directement avec des courses beaucoup plus accessibles, un peu comme il l'avait fait en 2023. Il avait directement engrangé des victoires et ça l'avait mis beaucoup plus en confiance pour la suite. Donc ça, ce sera un schéma à reproduire en tout cas. Ce qu'a fait Mats Pedersen cette année. Ce qu'a fait Mats Pedersen, effectivement. Et Stéphane Holo compare souvent d'ailleurs Arnaud Delis à Mats Pedersen. Merci beaucoup Gaëtan, on croise les doigts pour évidemment retrouver Arnaud en grande forme dans les prochaines semaines. Ça vous fait pas mal de boulot évidemment. Vous gérez d'autres coureurs dans l'équipe ou uniquement Arnaud? Non, ici le focus est uniquement sur Arnaud Delis dès maintenant, oui. Allez, on croise les doigts avec vous, hein. On est confiants évidemment et on espère le recroiser, vous croiser par la même occasion du côté de Marche pour la fameuse Ardennes Classique. Bon lundi de Pâques, merci beaucoup Gaëtan. Merci à vous. Au revoir. Voilà, et c'était une interview que l'on voulait absolument avoir de celui qui désormais va s'occuper de la préparation d'Arnaud Delis. Un mot rapide sur un réel éclopé parce que lui il est tombé, il s'est fracassé dans tous les sens, Wout van Aert. Là aussi l'équipe Visma, on connaît la communication de l'équipe Visma, est un peu nébuleuse concernant notamment sa participation au Giro. Sincèrement Gérard Bullens avec 7 côtes cassées, le sternum, la clavicule, le moins grave c'est la clavicule, il est totalement impossible d'imaginer Wout van Aert au départ du Giro. Mais c'est dans un mois. Et donc il n'aura pas de préparation. Aujourd'hui, Wout van Aert, on lui demande de ne pas éternuer, de ne pas respirer trop profondément. De ne pas trop parler, de ne pas rigoler, ça fait mal. Sa participation au Giro est incertaine. Oui, mais hier, le changement de vélo était incertain et le passage de bidon de 2 soigneurs était plus qu'incertain dans un virage, dans une descente. Ils ont d'ailleurs failli faire tomber des coureurs. Alors, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut imaginer Rodrigo le voir au départ du Tour? J'exagère, hein. En tout cas, j'allais dire un demi-Van Aert, mais un Van Aert qui ne serait pas à 100%, aux côtés d'un Vingegaard qui lui veut gagner le Tour et a besoin d'équipiers à 100%. Est-ce qu'on peut dire chez Visma, il va venir sur le Tour pour travailler sa condition, ou alors il ne vient pas sur le Tour, il va sur un Tour d'Autriche ou ailleurs en vue des JO? Il y a 2 conditions. Je pense que d'abord, il faut qu'il soit quand même bien, il faut qu'il soit à 100%. À 100%. Peut-être pas avec évidemment forcément les stages, etc., mais il faut qu'il soit bien. Et il faut négocier avec les patrons. Parce que il est exclu qu'il fasse ce qu'il a fait en 2022 et en 2023, à mes yeux. Maintenant, je regarde il y a 2 chronos. Il y a 2 chronos sur le Tour, et si vous voulez faire une médaille olympique, il y aura pas énormément de possibilités pour faire de la compète, donc c'est intéressant. Il y a une étape prestigieuse,
de chemin blanc à 3. Si c'est pour faire la même chose qu'en 2022 et être là pour protéger Vingegaard, faut pas y aller. Si c'est pour gagner, remporter une étape prestigieuse et peut-être encore se choisir une étape dans la seconde semaine, moi je dis pourquoi pas. Il y a un départ en Italie qui peut aussi être intéressant pour lui, mais il faut qu'on soit d'accord de donner un rôle d'homme libre à quelqu'un dans une équipe dont l'objectif c'est de gagner un 3e Tour de France. Et aujourd'hui, moi je pense que Wout doit surtout travailler au niveau émotionnel, parce que il y a le physique, il y a la douleur, évidemment, il y a le mental, mais on sait que ces 2 courses, c'est son obsession, le Tour des Flandres et Paris-Roubaix. Je rappelle que sur les 3 dernières éditions, pour des raisons différentes, il a raté les 2 derniers Tours des Flandres. Je rappelle qu'il a changé son approche. On ne saura jamais dire si elle était bonne ou pas. C'est ça qui est un peu frustrant. Je vous donne simplement 3 chiffres. 75 heures de vélo en 3 semaines, 2191 km, 53 354 mètres de dénivelé positif. Tout ça pour rien. Alors, il est passé de l'impuissance le jour de la chute à probablement la colère le soir, à de la frustration. Maintenant, il est peut-être dans une phase un peu de découragement. Ce sera positif quand il va arriver dans la phase suivante, qui est celle de l'impatience. Il veut remonter sur un vélo, ce qui n'est pas encore le cas. Et après, il y aura l'espoir. Vous voyez que ce sera step by step, en n'oubliant pas que le championnat du monde, sur le papier, ça m'a l'air très dur, peut-être trop dur pour lui. Donc, s'il veut être bien aux Jeux Olympiques, son prochain objectif, c'est celui-là. Il faut qu'il fasse de la compétition. Et on peut se poser cette question, est-ce qu'il sera aux Jeux Olympiques? Ou je suis trop négatif? Donc des gens, mais oui. S'il est bien, oui. S'il est bien, oui. Au moins dans une des 2. S'il est bien, oui. 4 coureurs. Ouais, mais s'il est bien, oui. D'accord. Mais je vais donner de l'eau au moulin à des gars comme Rick Van Looy qui disait, dans l'état actuel des choses, est-il dans la bonne équipe? Est-ce que, en fait, ses ambitions personnelles ne vont pas être en contradiction avec les ambitions de l'équipe. Voilà, sur le Tour. Parce qu'en fait, lui maintenant, le Giro, je pense qu'il a fait une croix. Le Tour, il a suffisamment prouvé ce qu'il pouvait faire au Tour de France. Je pense qu'il pense surtout aux Jeux. Mais sans avoir fait le Giro, pour préparer les Jeux, faut aller sur le Tour. Voilà. Donc c'est la quadrature du cercle. Oui. Au niveau moral, il faut quand même se mettre à la place du garçon. Au niveau de sa carrière, il a quand même eu des gros pics émotionnels dans tous les sens. On rappelle quand même qu'il a chuté aussi à Pau. Ah oui. Il a perdu un équipier aussi sur les routes de Paris-Roubaix il y a quelques années. Exact. Enfin voilà, les chocs émotionnels, il les enchaîne. Ouais. Et 30 ans, puisqu'on va attendre maintenant qu'il fête son 30e anniversaire, un monument. Je rappelle que l'année dernière, sa saison, c'était 2e des championnats du monde. Pour la 3e fois de sa carrière, si vous comptez. Je parle que sur route, parce que bien sûr. Pour la 3e fois de sa carrière, si on compte les chronos. 2e du championnat d'Europe. Je rappelle qu'il est vice-champion olympique. Et je rappelle que dans les 2 courses qu'il veut avoir, le Tour des Flandres et Paris-Roubaix, il s'est classé chaque fois 2e. C'est pesant. Je dis toujours quand quelque chose malheur est bon, pour terminer sur une note agréable et positive pour Wout, il y a une grosse partie de la saison de route qu'il ne va pas faire. Il pourra animer beaucoup plus de cyclocross cet hiver. C'est aussi un des sacrifices qu'il a fait, c'est ce qu'il aime. Positif. Évidemment. C'est aussi... Il a aussi peu roulé en cyclocross de toute sa carrière que cet hiver. On avance parce qu'on fait long, mais on fait long parce qu'on a beaucoup de choses à dire. Et donc ça, c'est le côté positif de ce podcast. On se projette dans 2 jours. Nous sommes lundi, lundi midi, enregistrement de ce podcast. Dans 2 jours, le Grand Prix de l'Escaut qui sera à suivre évidemment en direct en télévision sur la RTBF, avec un petit rappel du prono, parce qu'on a décidé de pronostiquer sur la course la plus proche désormais, puisque la semaine dernière, avec la chute sur Dwars-Door-Vlaanderen, les forfaits donc pour le Tour des Flandres, notamment de Stuyven et de Van Aert, nos pronos ont été un peu biaisés. Donc on va s'amuser, ce sera un petit peu plus subtil sans doute, à pronostiquer sur la course du mercredi, la Flèche Brabançonne, la Flèche Wallonne, et aujourd'hui le Grand Prix l'Escaut. Rappel des résultats du week-end, résultats donc un peu biaisés en l'absence de Stuyven et de Van Aert. Jérôme a marqué 6 points hier avec la première place de Van Der Poel. Rodrigo a marqué 1 point puisque Rodrigo avait pronostiqué Van Der Poel à la 2e place. Gérard a marqué 1 point, Van Der Poel 2e, il est 1er. Et Samuel a marqué 6 points pour une fois. Mais quand le premier ne part pas, on peut pas... Rodrigo, je comprends. Et c'est pour ça... Non, mais prenez un 9, prenez un 9. Je trouve que vous faites preuve d'un ostracisme inacceptable. Toutes les semaines, il revient. Vis-à-vis de Gérard, qui la semaine dernière incroyable, reçoit des miettes alors qu'il est le seul à avoir le... Je sais.
Et cette fois-ci, il est le seul à avoir 2 de ces 3 coureurs qui sont même pas au départ. Le règlement est connu de tous. Matthews sait qu'on ne peut pas sortir de sa ligne à 200 mètres de la ligne. Et c'était bien compliqué pour Matthews, comme c'est compliqué, toute proportion gardée, pour Gérard aujourd'hui. C'est injuste, Gérard. C'est injuste. Vous méritez d'être beaucoup plus haut que là où vous êtes. La bonne nouvelle, c'est que je ne vous dépasse pas encore au classement général, Gérard. Jérôme en tête, 25 points. Rodrigo, 18. Gérard, 14. Et Samuel qui se rapproche un tout petit peu. 12 points, et je me suis trompé hier soir en faisant mon calcul. Je vous ai envoyé notre petit mail. Je me suis emballé, je me voyais déjà tout bouleversé et prendre la première place. On a fait trophée hier. Je suis loin du compte. Engager un comptable. Je suis loin du compte. Je pense qu'à ce moment-ci, je vais commencer à penser à la lanterne rouge, qui reste quand même très intéressante. Surtout pour les critériums. Quelques critériums restants. En termes de médiatisation, il vaudrait mieux être dernier que troisième. Alors, le pronostic du jour sur le Grand Prix Lescaut, et c'est celui qui est en tête du classement qui prend la main. Jérôme, je vous écoute, en sachant que donc sur le Grand Prix Lescaut, on aura de nouveau un mini championnat du monde des sprinteurs. Vous en êtes sûr? Vous avez la liste des partants? Au moment où on enregistre, il y a une équipe qui a donné sa compo, hein. C'est Arkea, hein. J'ai cherché un peu et j'ai quand même une liste assez intéressante de partants, mais elle n'est pas confirmée. Ah bah oui. Et un gars comme Merlier, il part ou il part pas? Ça change tout. À partir du moment où il a fait le Tour des Flandres et qu'il n'était pas prévenu et qu'il veut faire Paris-Roubaix. On spécule, hein. On spécule. Ah ouais. Spéculer. Allez Jérôme, on spécule. Philipsen, Merlier, Consoni. Jérôme, il est ici. Philipsen, Merlier, Consoni. Et comme d'habitude, Jérôme n'explique pas, mais là c'est un sprint massif. Oui. Donc c'est pas trop compliqué. Rodrigo. Philipsen. Spéculons. Philipsen, Thijssen, Bierman. Ouais, Biermans, qui est l'un des Belges en forme également de ce début de saison. 100% belge. 100% belge, effectivement. Gérard. Comme je ne connais pas les participants, je vais dire... Tu nous fais le coup toutes les semaines. Eddy Merckx, Martens. Un Philipsen, 2 Mozzato et 3 Jordi Meus. Alors, non. Est-ce que Jordi Meus n'est pas prévu? N'est pas prévu. Mais allez, on vous la Welsford alors. Comme vous avez votre avocat à côté, profitez. Non, mais il faut le défendre. Profitez de votre avocat. Welsford. Ah, voilà, merci Rodrigo. Merci Rodrigo. Quelle équipe. On est bon. Et alors de mon côté, Philipsen, on est quand même 3 pronostiqués. 4 Philips. Ah oui, 4. Ah bah oui, tout à fait, les 4. Bon, il faut la vraiment pression, rouler Jasper, mais au Grand Prix de l'Espagne. il est censé être là. Philipsen 1. J'ai mis Merlier en 2. Je spécule. Voilà, va-t-il participer ou pas? Et si Merlier est encore battu par Philipsen, il aurait un petit peu de mal. Et en 3, Casper Van Udem, pour être un petit peu original et aller chercher une petite surprise qui pourrait rapporter quelque chose. Voilà pour nos pronos pour le Grand Prix. Lancé par Jacobsen. Non, je plaisante. Est-ce que Jacobsen non, sera au final? Il peut y avoir des bords. Non, il n'est pas prévu. Jacobsen n'est pas prévu. Non. Donc doublé de Philipsen cette semaine alors. Oui. Avant Paris-Roubaix. Ah oui. Intéressant, hein? Ah ouais, on aura des choses à dire lundi prochain. Le dernier à avoir gagné Paris-Roubaix avec le meilleur champion du monde? Bernard Hinault, 1981. Waouh. Le dernier à avoir fait le doublé. C'est un quiz, attention. Le dernier à avoir fait le doublé. Attention. Deux Paris-Roubaix de suite. Bonne. Ce doublé-là. Ah non, et vous étiez pourtant né, hein. À le dire. Oui. Ni Bonon, ni Cancellara. Gilbert Duclos-Lassalle. 1992-1993. D'accord, ok. Bon, ben, comme vainqueur ça, de l'an dernier. Vous voyez que les chiffres. Vainqueur de l'an dernier, Rodrigo. Il panique. Ah oui, si c'est lui dont on parle. Mais vous voyez que les chiffres ne sont pas nécessairement favorables à Mathieu Van Der Poel. Ces chiffres-là, effectivement. Non, ces chiffres-là. Mais... Puis c'est plus difficile de gagner Paris-Roubaix quand on est le meilleur que quand on est que le Tour des Flandres. Les facteurs externes jouent beaucoup plus. Il y a quand même d'autres facteurs qui peuvent aller. Alors, un mot rapide sur ce Tour du Pays Basque qui débute aujourd'hui. Avec un Remco Evenepoel face à une grosse concurrence, Vingegaard, Roglic, Skelmos, Gall, Bilbao, Rodriguez, Pidcock, Ayuso, Del Toro, Gaudu, Grégoire, etc., etc. C'est un test qui me semble encore plus intéressant, Gérard, que celui de Paris-Nice, par rapport à la concurrence. Mais dans la réalité, c'est le premier contact aussi, le premier duel avec Vingegaard, donc c'est certainement intéressant, tout tenant compte du fait que ce Vingegaard-là est déjà très très bien pour l'instant.
Rodrigo? Oui, et comme on commence aujourd'hui avec un chrono... Il pourrait prendre le maillot aujourd'hui. Hein. Il pourrait être dans une situation de contrôle, c'est intéressant. Puis on va avoir quand même trois tandems, 3 duos, appelez ça comme vous voulez, puisque il sera avec Landa, comme c'était pas le cas pour Paris-Nice, c'était le cas, et ça avait bien fonctionné autour d'Algarve. Kuss sera l'éternel lieutenant de Vingegaard, et n'oublions pas quand même que pour la première fois, on aura une association Roglic, Hindley. Donc moi je suis très curieux, et de voir aussi 2 gamins, première fois qu'on va voir William Junior le Serre, 21 ans, Gelder sera là aussi, vous l'avez dit, mais surtout le Serre en montagne au service de Remco Evenepoel. Moi, je suis très très curieux de voir ce que ça va donner sur ces routes espagnoles, où je me permets de faire la petite parenthèse, j'ai été épaté samedi par Van Gils qui, sur un mur qui ressemble un peu au mur de Huy, a surclassé tout le monde, est parti comme une bombe. Grand Prix Miguel Indurain. Hein. Exceptionnel, c'est parce qu'après il y avait une descente avec des virages et c'était humide, des virages très serrés, que je pense qu'il n'a pas voulu prendre le risque de tomber et surtout d'hypothéquer son triple objectif, les 3 courses wallonnes. Donc il est battu au sprint par McNulty, mais ce Van Gils là va pas être loin des meilleurs au sommet du mur de Huy et peut-être déjà quelques jours avant et quelques jours après. Quand on a des questions sur Remco, Jérôme Elguers, ce sont toujours des questions liées à la montagne. Il va être servi pendant une semaine. Le vrai test, il est là. Oui, il y a le chrono de 10 km, mais le vrai test, c'est son comportement en montagne face à la concurrence dont on vient de parler. Et dans un Pays Basque qu'il connaît bien. Hein. Oui, moi ce que j'aime bien, c'est qu'on y va vraiment crescendo. Il y a eu Paris-Nice où il y a eu quelques petits enseignements. Il va y avoir le Tour du Pays Basque et puis finalement la répétition, le mini Tour de France, ce sera en juin sur le Critérium du Dauphiné. Donc on va pouvoir tirer des enseignements, mais pas non plus, attention, de conclusion hâtive. Ce n'est qu'une course de préparation. En tout cas, quand on veut aller faire un résultat sur le Tour de France, oui, on prend le départ du Pays Basque, il faut être là, mais si Remco ne gagne pas, il n'y a rien de catastrophique et ne tirons pas non plus d'enseignement trop vite sur cette course. Pas trop de pression sur Remco. Pogačar suit ça avec intérêt, vous pensez, Gérard? Je ne sais pas si Pogačar, c'est un peu comme Van der Poel. Hein. Il ne se tracasse pas avec tout ça. Il a son programme de préparation et le reste, il a Urska dont il doit s'occuper et il a ses autres activités. Voilà. Oui, mais avouez quand même que quand on voit le Van der Poel d'hier, quand on voit le Pogačar d'Estrade, on a quand même hâte de voir Liège-Bastogne-Liège. Enfin, ce que ces 2 dernières années, ça n'a pas été possible, un duel Pogačar-Evenepoel sur les routes de la Doyenne et peut-être arbitrer, on peut rêver par un Van der Poel qui stratégiquement peut venir mettre le chaos là-dedans. Peut-être, je pense qu'on est parti pour une édition de la Doyenne. On aura l'occasion d'en débattre évidemment ici, qui risque de valoir la peine. Est-ce qu'on pourrait sortir de ce Tour du Pays Basque et je clôture cette petite aparté sur le Tour du Pays Basque avec une liste de favoris et d'outsiders un peu revus et corrigés en vue du Tour de France? Moi, j'ai pas l'impression. Non, c'est encore loin. Hein. C'est au mois d'avril. Au Dauphiné. Ouais. Là, en sortie du Dauphiné, on aura ça. On sera encore maintenant. Attentif malgré tout, hein, comportement de Remco. Mais voir où il peut se situer par rapport à Vingegaard, puisqu'on ne pourra pas juger dans des courses à étapes par rapport à Pogačar. Donc on devra se contenter de Vingegaard. Et ce sera déjà pas mal. Vingegaard, Roglic, Hindley, Skelmose, Rodriguez, attention, Ayuso, Del Toro, etc., etc. De la concurrence pour Remco Evenepoel sur ce Tour du Pays Basque. On se retrouve, nous, lundi prochain pour débriefer l'enfer du Nord, Paris-Roubaix. Avant cela, le Grand Prix de l'Escaut mercredi. C'est un rendez-vous évidemment important pour les sprinteurs. Paris-Roubaix est un rendez-vous important évidemment pour la planète vélo en général, pour les amateurs de pavés en particulier. Merci beaucoup Jérôme Elguers. À bientôt, à lundi prochain. On se soigne, hein, n'oubliez pas. On se retrouve à 100% sur les pavés de Paris-Roubaix. Merci beaucoup Rodrigo. 15h15 donc avec Gérard ce mercredi. Et attention, on annonce de la pluie s'il pleut. Vous vous souvenez de l'édition de Christophe? Oui, en solitaire. Pas encore sûr que ce sont les sprinters. Hein. Ouais, mais Philipsen peut gagner en solitaire aussi. En effet. Gérard Bulens, merci pour les œufs. Bonne dégustation. On ouvre le paquet dès qu'on a refermé le micro.